Deux ouvrages de droit ont fait leur entrée dans le monde scientifique depuis près de 2 ans. Il s'agit d'un côté les finances publiques en République démocratique du Congo, la longue croisade pour une gouvernance financière débarrassée des démons de la corruption et du détournement des deniers publics, et de l'autre, le droit du commerce international en Afrique. Ces 2 livres, allais-je dire, déjà mis sur le marché dans différentes bibliothèques à travers les pays ou même à travers le monde, sont les produits des réflexions d'un géant en droit, en la personne de Grégoire Bakandeja Wampungu, qui est professeur d'université, que j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Cercle juridique. Bonjour professeur. Bonjour madame. Maître Grégoire Bakandeja Wampungu est professeur des universités, notamment de l'université de Kinshasa, l'université Marie-Ngouabi et l'université Paris-Panthéon 1, Sorbonne, en France, et auteur de plusieurs ouvrages comme Droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale, et aussi a participé dans un ouvrage d'une économie populaire à une économie fiscalisée. N'est-ce pas, professeur? C'est exact, madame. Voilà. Professeur Grégoire Bakandeja est aussi vice-président de l'Institut Euro-Africain de droit économique et président honoraire de la Banque centrale du Congo, et aussi, et surtout pour terminer, un grand avocat d'affaires. Encore une fois, bonjour professeur et bienvenue dans cette émission. Vous avez eu à publier, à mettre sur le marché 2 ouvrages que je venais de préciter. Quelle est la spécificité de ces 2 ouvrages? Puisque vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Il y a le droit économique, le droit du commerce international déjà écrit. Et vous avez également mis sur le marché les finances publiques et la corruption. Et aujourd'hui, 2 ans après, vous nous ramenez le droit du commerce international et les finances publiques en République démocratique du Congo. Quel apport aujourd'hui dans ce pays qui rencontre un problème énorme, en tout cas pour la relève économique? Merci madame. Vous savez que les finances font l'objet d'actualité, et surtout les finances publiques font l'objet d'actualité. Et ce n'est pas un fait nouveau, parce que l'État n'a jamais cessé de rechercher les moyens de financer son action en levant les impôts pour réaliser des dépenses. Et dans le contexte d'amenuisement de ressources, dans un contexte de crise, les finances ont une dimension tout à fait particulière, parce qu'elles ont été mal gérées pendant plusieurs années au Congo, et le peu de ressources qui pouvaient permettre d'avoir suffisamment de ressources pour réaliser les actions n'ont pas pu être réalisées à la suite de la mauvaise qualité de la gouvernance et d'une gestion des ressources naturelles atypique, non pas au profit de l'État, mais au profit des particuliers, c'est-à-dire des individus, donc des dirigeants. Donc il était donc important, après plusieurs années, que je puisse actualiser les premiers ouvrages, l'ouvrage de finances publiques où je parlais de la question d'améliorer la qualité de la gouvernance, datant de 2006, donc en 2019, après tout ce qu'il y a eu comme changement politique, il était donc important qu'on puisse un peu rendre compte des difficultés que nous avons, parce que nous avons des démons qui nous habitent, c'est les démons de la corruption et du détournement des deniers publics, et ça fait l'objet d'actualité dans le pays. Voilà qui a justifié qu'on puisse réécrire les finances publiques en les adaptant à la situation du Congo pour donner une sonnette d'alarme. Deuxièmement, le commerce international, parce que les activités de sociétés multinationales, notamment dans le secteur des minéraux, posent des problèmes si la mondialisation est considérée comme étant un facteur de progrès, parce que ça contribue à l'augmentation de la production, donc la croissance.
et l'augmentation de la production, la compétitivité, tout ça, c'est bon pour les pays industriels, mais qui ne détiennent pas les ressources naturelles chez eux. Mais ça pose des problèmes, ce sont des risques pour les pays en développement. Donc il faut sensibiliser à tous ces enjeux-là. Et ça tombe à pic maintenant qu'au Congo, on voit qu'il y a une guerre qui est dirigée, parce qu'on est dans la croisade, une guerre qui est dirigée contre les détourneurs des deniers publics et les corrompus et les corrupteurs. Voilà en fait le contexte qui m'a conduit à revisiter les textes anciens, et comme il y a à la faveur du changement politique qui est intervenu, comment on peut retrouver les standards de gestion normale comme dans le reste du monde. Voilà, on va attaquer directement d'abord les finances publiques en République démocratique du Congo. Vous avez brossé un état des lieux de la situation financière actuelle en République démocratique du Congo. Vous avez évoqué quelque part des méthodes et de pratiques, pratiques de gestion qui minent justement les pays. Quelles sont ces pratiques et comment faire justement pour essayer d'y remédier? Non, les pratiques, d'abord il faut partir des textes. Un pays se nourrit de l'efficacité des activités menées par ses agents économiques, et tout ça pour lui permettre d'avoir des ressources. Or, sur ce point-là, nous sommes complètement désorganisés. Et les lois les plus importantes dans un pays, c'est pas ce que nous voyons, les lois, il faut la loi électorale, violences faites contre les femmes, etc. Mais c'est pas ces lois-là. Les lois les plus importantes, ce sont les lois en matière de gestion financière, qui font que chaque citoyen puisse contribuer aux charges publiques et qu'on mette des mécanismes permettant d'éviter les détournements des deniers publics, par notamment les prises des sanctions, mais il faut que tout ça soit organisé à travers des lois. Et parmi ces lois, il y a une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution, qui doit prévoir tout ça. Or, nous avons une difficulté déjà au niveau de la Constitution que beaucoup vantent. Il y a des gens qui disent nous avons une belle Constitution, etc. Mais ils ne savent pas que contient réellement cette Constitution-là. C'est une Constitution, d'abord on sait que c'était la Constitution des belligérants, les gens qui ont géré des espaces, etc., qui sont fait des concessions réciproques et qui ont voulu anticiper un projet de balkanisation du pays. En décidant par exemple qu'il y aura des finances locales, des finances provinciales et les finances nationales. Alors, ce saucissonnement des ressources faisait perdre à l'État sa crédibilité vis-à-vis de l'extérieur, parce que à travers son budget, vous allez avoir un budget qui ne reflète pas la réalité, parce que les ressources sont captées à chaque niveau et il n'y a pas de structure de contrôle pour savoir quelle utilisation on va faire de ces ressources-là. Donc déjà, au niveau de la Constitution, on a été piégé. Il y a des gens qui étaient contre. Je suis parmi les rédacteurs, je leur ai dit, on ne peut pas, dans une constitution, prévoir qu'il y aura des ressources pour tel ou tel. Toutes les ressources appartiennent à l'État. L'État est unique, et l'État même est... C'est un État unitaire. Hein. L'État uni, c'est un État unitaire qui doit tout centraliser. Mettez en place des mécanismes pour pouvoir dispatcher toutes ces ressources entre les services. Mais il ne suffit pas de les dispatcher, il faut organiser des structures au niveau de chaque administration, ou de chaque niveau de l'administration, pour pouvoir contrôler, et ça n'a pas été fait. Et vous savez comment les provinces sont dirigées aujourd'hui. Ce sont des ligablos de famille. Il n'y a pas de contrôle. Ça, c'est un. Deux, quand vous avez des ressources, les ressources fiscales proviennent quoi? Proviennent des activités menées par les personnes morales et les personnes physiques. Parmi ces activités, puisque les personnes physiques payent moins, vous avez les personnes morales qui exploitent nos minéraux. Voilà le lien. Lorsque ces personnes sont exonérées, ne payent pas d'impôts, lorsque ces personnes ne rapatrient pas les ressources qui proviennent de l'exportation des minéraux, ça vous prive des ressources. Alors vous n'allez pas
gérer un pays si vous n'avez pas de ressources suffisantes pour équilibrer, améliorer ce qu'on appelle la balance des paiements qui est liée à la balance commerciale, c'est-à-dire le rapport entre ce que vous produisez, que vous vendez à l'extérieur et qui vous rapporte de l'argent. C'est ça qui contribue d'ailleurs à l'amélioration de ce qu'on appelle des réserves. Mais ça, ce n'est pas fait. Vous savez comment sont gérés nos minéraux. On a saucissonné les grandes entreprises comme la Gécamine, on a divisé en plusieurs morceaux. Les ressources qui sont collectées à partir de l'exportation ne rentrent pas dans les caisses. Et en réalité, on a privatisé. Parce que ces entreprises qui opèrent, qui produisent 1 million de tonnes, combien revient à l'État en matière d'exportation? Pas plus de 2%. Et vous voyez comment vous dilapidez toutes ces ressources-là. Donc, d'où cette nécessité de réorganiser l'économie. Si on n'organise pas l'économie, on ne va pas s'en sortir. Et puis, les activités économiques doivent être menées par les personnes physiques, les personnes morales, congolaises. Et il ne faut pas compter seulement sur les étrangers qui viennent, encore qu'il faut améliorer l'environnement dans lequel les étrangers vont venir s'ils amènent des capitaux, et y compris aussi des nationaux, en leur donnant les moyens de fructifier leur capital sans prendre trop de risques. Et quand il y a des risques liés à la corruption, des risques liés à l'insécurité physique, l'insécurité législative, ça ne permet pas à ce pays-là d'aspirer à un développement. Donc, c'est une longue croisade qu'il faut mener et il faut se donner les moyens d'atteindre les objectifs. Professeur, vous avez parlé tantôt de contrôle qu'il faut pour justement essayer de recadrer, de réorganiser les choses. Mais aujourd'hui, le pays s'organise quand même en mettant quelqu'un comme un contrôleur, un surveillant, derrière tous ces chefs d'entreprise, derrière tous ces ministres, à travers l'inspection générale des finances. C'est déjà un pas amorcé pour la République démocratique du Congo. Oui, c'est un bon pas, mais le travail de l'inspection générale des finances, qui est appréciable pour le moment, un travail qui devait être combiné avec l'autre institution supérieure de contrôle qui est la Cour des comptes. Parce que les lois prévoient l'existence, et depuis 1987 que l'inspection générale des finances existe, la Cour des comptes a aussi existé depuis un certain nombre d'années, mais ces institutions n'avaient jamais travaillé. On ne leur donnait pas du travail, et je pense que nous sommes parmi les gens qui avons milité pour que ces structures aient les moyens matériels et financiers pour qu'elles puissent faire leur travail. Mais jusque-là, il n'y a que l'inspection générale des finances qui fait un travail, parce que l'inspection doit contrôler tous les services publics, même les entreprises, mais qui auraient bénéficié des interventions de l'État. C'est le droit, il y a la compétence donc, pour l'inspection de contrôler tous ces gens-là. Mais le contrôle de l'inspection doit être poursuivi par l'organisation des procès qui doivent conduire à des décisions permettant de dissuader, parce que ceux qui ont volé, qui ont géré, soit les services de l'État, les ministères, soit des entreprises, à partir du moment où on les met en prison, ça ce n'est pas le plus important. Le plus important c'était de récupérer ce qu'ils ont piqué dans la caisse de l'État. La loi leur accorde. Ce n'est pas son rôle de poursuivre toutes ces personnes. Non, c'est de mettre à la disposition des autorités les faits de mégestion. Et au niveau des autorités, il faut maintenant qu'on prenne des décisions. Je prends un exemple, parce que le travail que l'inspection fait maintenant, c'est un travail qui a été fait depuis des années, mais on n'en parle pas souvent. Nous avons un exemple avec la commission dite Bakandeja. La commission l'avait fait, c'était une commission parlementaire, mais qui a fait un travail de vérification des contrôles effectués à la fois par l'IGF et la Cour des comptes, qui sont vraiment des institutions jumelles, qui ont effectué un travail, et puis il y a eu ce contrôle-là qui a permis au Parlement
de se rendre compte de la manière dont les entreprises, les ministères étaient gérés. Et ça avait conduit à des sanctions. Mais les sanctions qui avaient été prises à l'époque, c'était des sanctions administratives et politiques, avec les démissions qui avaient eu lieu et tout ça. Mais les sanctions pénales n'avaient pas suivi parce qu'il n'y avait pas eu des poursuites de la part du procureur général de la République pour mettre hors d'état de nuire tous ces gestionnaires véreux. Et malheureusement, c'est à la suite de ce rapport, les mêmes gestionnaires, ce sont ceux qu'on retrouve, ou qu'on a retrouvés dans les institutions qui ont encore gardé les démons qui les habitent de corruption et de détournement. Apparemment, aujourd'hui encore, on a quand même cette maladie. Hein, peut-être mieux de les mettre en prison, mais ne pas aller plus loin, par exemple la confiscation de leurs biens ou encore retourner l'argent, confiscation de biens, retourner l'argent dans le trésor public. C'est pas la faiblesse de la loi qui facilite ces gens-là à payer des cautions et tout consort, et on le retrouve le lendemain libre? Non, pas, la loi n'est pas, il n'y a pas de faiblesse de la loi. Les lois là existent. Le problème, c'est savoir les appliquer. Il faut avoir, comme il n'y a pas de parquet financier au Congo, il faut avoir le courage de mener jusqu'au bout les décisions qui ont été prises. Mais justement, parce qu'on se dit, comme vous dites qu'il y a un parquet financier, donc les lois sont pratiquement taillées sur mesure et qu'il y a... C'est pas adapté à la réalité actuelle. Non, nous avons un pouvoir judiciaire qui se veut et qui s'est dit indépendant. C'est le pouvoir judiciaire qui devait prendre des mesures nécessaires pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui prennent. Non, mais l'état de droit, c'est justement le respect des lois. Il existe des lois pénales. Il faut les appliquer. Et en matière financière, il ne suffit pas de condamner un voleur de deniers publics à une peine de prison. Il faut récupérer les fonds volés et au besoin vendre les biens de la personne pour recouvrer l'argent et verser au conducteur. C'est cette dernière étape-là qui n'est pas encore franchie, et là ça revient au pouvoir judiciaire. Ce n'est pas le pouvoir politique qui peut mener jusque-là. Il faut que le pouvoir politique soit accompagné par le pouvoir judiciaire qui doit appliquer les lois d'État, et les lois d'État en matière de finances. Quand il y a malversation ou détournement, c'est non seulement l'emprisonnement, mais c'est aussi la récupération de fonds volés au besoin par la vente des biens constituant le fruit du vol qui a été réalisé. Voilà. Professeur, dans votre ouvrage « Les finances publiques en République démocratique du Congo », vous avez également fait allusion à l'amélioration des conditions des investisseurs pour justement appuyer l'économie nationale et par ricochet développer les finances en RDC. Mais aujourd'hui, nous avons quand même quelques structures qui sont là, mais malheureusement qui n'est pas très bien connu, d'abord dans le monde judiciaire et aussi dans le monde économique, notamment l'OHADA. Mais qu'en est-il exactement aujourd'hui, puisque ça fait déjà plus de 4 ans, 5 ans déjà que la République démocratique du Congo a ratifié ce traité. Mais aujourd'hui, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais vous savez, c'est depuis 2012 que le droit des affaires de l'OHADA est d'application au Congo. Malheureusement, dans la mise en œuvre de ce droit, il y a toujours des réminiscences du passé, on applique les lois antérieures, etc. Donc, ce cadre juridique favorise réellement les investissements. Mais nous avons un démon. L'autre démon, c'est ce fameux démon de la corruption. Un investisseur qui vient dans un pays, lorsque on lui demande indirectement ce qu'on appelle les pas de porte, mais le monsieur n'a pas encore réalisé l'investissement, vous lui demandez des pas de porte, ou bien vous lui demandez, il veut investir pour 1 million, vous lui dites, mais quelle est ma part dans ce million-là? Mais ce qu'il amène, c'est un portefeuille, il n'amène pas une caisse avec l'argent.
Mais quand vous lui demandez ça, mais il va répartir. Donc on a une mauvaise conception des affaires. Quand les gens parlent des affaires, on voit simplement ce que vous appelez des commissions. Alors un opérateur étranger qui vient dans un pays, à qui on demande cela, mais il n'a pas d'argent parce qu'il faut d'abord qu'il commence à produire pour que de la production, des ressources naissent et des ressources qu'il pourra partager entre les associés, en même temps payer à l'État. Mais quand vous demandez à la personne de vous payer avant de commencer l'activité, il y a là un problème. C'est une pratique qui a commencé avec les mines et tout ça. On dit non, voilà, vous voulez exploiter, donnez-nous des pas de porte. C'est ça qui a décrédibilisé le pays. Donc il faut qu'on rentre dans la conception traditionnelle d'affaires. Un homme d'affaires qui vient, il a besoin d'un cadre juridique. Et quelques efforts ont été fournis, notamment en matière de création de société, en créant les guichets uniques, tout ça. Mais cela n'est pas suffisant pour permettre à un investisseur qui vient de vouloir travailler en toute transparence. La question de la transparence pose un problème. Vous savez, les grands défis que nous avons au Congo, c'est le défi là de la transparence. Transparence dans la gestion. Ça, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à intérioriser, et surtout les responsables qui arrivent aux affaires, peut-être qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aux affaires sans avoir géré même leur propre boutique. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut, sur laquelle il faut qu'on mette beaucoup d'attention, et dans des pays sérieux, les lois d'État, ça ne se fait pas comme on voit ici, on élabore des lois avec des amendements, des ceci, là. Non, les lois sont élaborées par des spécialistes. Ce que vous appelez parlementaires viennent simplement pour appuyer ce qui a été fait. Il y a un travail technique qui se fait avant, mais ce n'est pas le cas au Congo, où on voit chacun peut amener une proposition de loi, on fait des commentaires, etc., en sens divers. Il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ce travail-là. Et ça ne doit pas se faire, surtout les lois liées à la sécurité, les lois liées aux moyens d'action de l'État, ça ne doit pas se faire comme ça se fait chez vous, la télévision, tout le monde suit, tous les secrets d'État sont dévoilés. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et à l'extérieur du pays, un pays est jugé à partir de ce qu'on voit sur les chaînes de radio et de télévision. Mais quand vous suivez les chaînes de radio et de télévision, vous n'avez que des insanités, des bêtises. Mais les gens vont considérer que ce pays-là, il n'y a pas de gens qui réfléchissent. Et pourtant, il y a quelques gens qui réfléchissent. Surtout en matière de gestion et en matière politique, il faut faire un effort. Hein. Il faut vraiment faire un effort. Parce que vous voyez par exemple nos chambres parlementaires ici sont composées des membres des familles. Alors, ces gens-là sont des élus du peuple ou des élus des familles. Ça pose déjà un problème. Donc, il faut qu'on voit dans la loi électorale qu'on revienne aux standards pour que chaque citoyen puisse avoir des choix rationnels liés au comportement que doit afficher celui qui doit le représenter. Donc il y a tous ces problèmes-là qui font qu'il faut une réflexion profonde pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo retrouve les standards d'autres pays et que les choses changent. Parce que les gens qui sont peut-être aujourd'hui au pouvoir, ils pensent qu'ils vont rester là éternellement. Le pouvoir, on peut l'avoir, mais quand on quitte ce pouvoir, il faut laisser quelque chose pour les générations futures. Voilà pourquoi les gens pensent 15-20 ans. Mais au Congo, les gens pensent 1 an. Si on ne pense pas à moyen ou à long terme, on ne peut pas construire un État. Professeur, il y a tout de même des avancées significatives dans ce domaine-là de la gestion des finances publiques. Et par exemple, il y a un fait où le budget s'est amélioré et passé de plus de 40%. C'est déjà une avancée au niveau de la République.
Non, c'est vrai, c'est une avancée, mais elle est insignifiante par rapport à la dimension du pays. Vous avez un pays de 80 millions d'habitants, ou de 100 millions, qui a un budget de 10 milliards. Il ne faut pas s'enorgueillir. Parce que là, on prend seulement l'exemple. S'il y a des impôts qui sont payés par des personnes physiques, sur 100 millions d'habitants, on peut estimer qu'il y a au moins 50% des gens qui sont majeurs, donc qui peuvent aller travailler. 50%, ça vous fait une population active qui peut permettre de contribuer aux charges publiques en payant les impôts. Mais combien de gens payent des impôts? Les services des impôts, si vous demandez, il n'y a pas plus de 2 millions de contribuables, personnes physiques. Hein. C'est parce que la République, la population n'a pas cette culture-là, professeur. Oui, la culture, les impôts, un État existe à partir des gens où on paye les impôts. Il n'y a que les morts, qui ne payent pas d'impôts. Vous savez, à l'époque coloniale, ceux qui ne payaient pas d'impôts, les personnes adultes, non seulement on fouettait le cadavre, mais les descendants devaient payer les impôts. Ça, c'est pour les personnes physiques. J'ai donné seulement le cas des personnes physiques qui ne payent pas. Il n'y a que ceux qui travaillent, ils sont peu nombreux, qui payent. Maintenant, les personnes morales, ce sont les sociétés. Vous savez bien combien de sociétés au Congo payent les impôts. Beaucoup de sociétés ne payent pas, exonération, etc. Et le travail est fait maintenant pour qu'on demande à toutes les sociétés de payer des impôts, mais il faut que ce soit des sociétés constituées légalement. Or, beaucoup de sociétés opèrent sans document. Mais ces exonérations sont faites justement pour garantir également tous ces investissements. Non, ce ne sont pas dans ce sens-là, les exonérations sont légales. Mais il y en a qui sont déchargés de toute imposition. Mais vous vivez dans ce pays. Beaucoup de sociétés que nous avons, parce qu'il ne faut pas... Les sociétés de beaucoup d'expatriés qui opèrent ici. Et ces gens-là payent des impôts. C'est ça, c'est vous qui le dites, professeur. Non, ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde le voit, sauf que vous, les Congolais, vous ne voulez pas dénoncer ce qu'il faut dénoncer, vous dénoncez d'autres choses. Ce qui vous intéresse, c'est qu'on nous a interdit de marcher et tout ça. Quand vous allez faire des marches, ça rapporte quoi à votre pays? Vous voyez que vous raisonnez autrement. Parce que quand vous faites des marches, les gens ne travaillent pas, donc on ne produit pas. Ça, il faut expliquer aux gens qu'en procédant à des marches, ben, comme le pays est constitué majoritairement des chômeurs, les gens se complaisent à aller marcher. Mais quand vous marchez, vous détruisez l'activité économique. Hein? Quand les gens ont pillé dans ce pays, les gens étaient contents de piller vers les années 90. Aujourd'hui, nous avons la situation que nous avons, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, les gens allaient piller croyant s'enrichir. Or, ils se sont appauvris parce que l'activité n'a pas été menée. Donc, vous voyez que redresser le pays, c'est vouloir mettre de l'ordre. Et la manière de mettre de l'ordre pour conduire au progrès, c'est mettre de l'ordre dans la gestion des finances. Professeur, nous allons passer à votre second ouvrage, Droit du commerce international en Afrique. Vous avez dressé un état des lieux du système des échanges internationaux et nous voulons quand même que vous le partagiez avec le téléspectateur. Bon, ce qui est dit là-dedans, c'est que l'économie internationale, ça porte sur les échanges des biens et des services. Mais cette économie qui est basée sur une théorie libérale qui veut qu'il n'y ait pas de réglementation et que ça fonctionne comme ça sur ce qu'ils appellent l'offre et la demande, donc déréglementation et puis en même temps intégration dans les économies. Mais les gens qui ne sont pas organisés auront difficile à s'intégrer. Donc si c'est bon dans le cas de la mondialisation où il y a très peu de normes contraignantes, parce qu'on veut faciliter le commerce, il faut un minimum d'organisation de la part des pays qui n'ont pas suffisamment de moyens d'entrer dans ce commerce international pour pouvoir y aller avec les chances de succès. Alors on attire l'attention sur le fait que si les gens ne se groupent pas pour favoriser les échanges entre eux, surtout dans les regroupements régionaux, il n'y a pas possibilité, parce que le progrès doit être un progrès collectif et non pas un progrès individuel. Voilà pourquoi au niveau de
du continent africain, il y a la création de la zone de libre-échange continentale qui permet que les échanges soient développés davantage. Alors chaque pays pouvant aussi se spécialiser au niveau de l'Afrique pour que le développement soit collectif et non pas un développement pour les uns et non pas pour les autres. Et puisque ce sont les résultats d'une longue réflexion, professeur, dites-nous un peu pourquoi l'Afrique n'arrive toujours pas à s'imposer dans le commerce international? Bon, l'Afrique n'arrive pas à s'imposer parce qu'elle ne parle pas le même langage. Et il faut cette solidarité entre les Africains pour pouvoir résister face à l'invasion de puissances extérieures. Vous savez, les économies africaines étaient des économies orientées vers l'exportation. C'était des économies un peu extraverties. Alors maintenant qu'on se trouve dans la situation ici, il faut participer, il faut améliorer au niveau interne les économies de ces pays pour pouvoir ajouter une certaine valeur aux biens qui vont servir des échanges sur le plan international. Et au besoin, créer des entreprises conjointes pour pouvoir affronter la mondialisation avec beaucoup plus de chances de s'intégrer dans cette économie mondiale. Donc il y a un minimum de volonté qu'il faut avoir de la part des acteurs nationaux qui peuvent s'associer avec des acteurs internationaux pour qu'on construise en Afrique des économies fortes qui permettent d'ajouter une valeur ajoutée aux produits qui sont mis sur le marché et ainsi participer avec beaucoup de chance à l'économie internationale. Vous avez proposé dans l'ouvrage les lois, les aspects juridiques et les lois nationales pour propulser justement les commerces dans différents pays et aussi le regroupement des peuples et des pays pauvres. Pensez-vous que ces deux propositions sont les meilleures? Non, il n'y a pas de proposition qui soit meilleure. Le problème, c'est la conscience qu'on doit prendre dans tous les pays qu'il est possible, il faut rêver, il est possible de changer les conditions de vie des populations en les mettant au travail. Je prends le cas de notre pays, par exemple. Ce pays est envié par tout le monde, par des étrangers lointains et des étrangers qui nous sont très proches. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de ce pays? On le détruit parce qu'on ne veut pas travailler. Quand vous quittez Kinshasa pour aller vers le Kasaï ou d'autres régions dans les Manièmes, etc., et que vous traversez les routes, vous ne pouvez pas acheter des bananes, vous ne pouvez pas acheter d'arachides, parce qu'il n'y a que le vide. Il y a la savane, il y a la steppe, il y a la forêt. Mais personne n'entre dans cette forêt-là, et pourtant cette forêt peut vous permettre de vous nourrir, de vous vêtir et de vous divertir pour avoir le sens même de la vie. Mais les gens ne veulent pas travailler. Les gens ne veulent pas travailler, ils veulent que les autres viennent travailler pour eux, pour qu'ils en profitent. Quand je prends le cas des deux provinces, vous avez la province du Congo central aujourd'hui, j'ai même trois, les provinces de l'ex-Bandundu et le Kasaï. Ceux qui travaillaient dans l'agriculture, c'était des étrangers. C'était plus des Angolais qui travaillaient chez nous. Depuis que les Angolais sont partis, il n'y a plus de production agricole. Ça doit être parce que le gouvernement ne donne pas de moyens? Non, c'est pas dans un pays, il ne faut pas tout attendre d'un gouvernement. Le gouvernement organise et demande aux fils du pays de pouvoir prendre des risques pour changer la vie des autres. Je prends le cas qui a interdit aux gens de la province, par exemple, l'ex-province de Bandundu, de continuer avec la culture de l'huile de palme. Parce que l'huile de palme est vendue dans le monde. Il y a un pays comme l'Indonésie. Les plantes sont venues du Congo. L'Indonésie est le premier pays producteur d'huile de palme. Vous savez, les huileries, on parle des huileries, etc. Mais le Bandundu, là, c'était l'agriculture à l'époque. Le pays était développé sur cette base-là. Nous avons l'Équateur, ça compte le cacao. Cacao, café, etc. Mais à l'Équateur, maintenant, le cacao et le café.
s'est disputé entre les chimpanzés, les gorilles des montagnes et les habitants de là. Et pourtant, nous avons des pays voisins comme le Cameroun qui produit le cacao et qui est parmi les grands pays exportateurs du cacao. Mais les Congolais, vous voulez manger par exemple des chocos, ce qu'on appelle les chocolats et tout ça. Mais ça provient du cacao. Mais ce cacao va dans la rue. Quand on prend même ce que vous avez comme ressources importantes, les minéraux, cuivre, cobalt, et même le diamant, etc. Vous n'avez pas organisé l'économie pour que ces ressources-là soient, dans un cas local, vendues sur un marché local. Mais ce sont les voisins. Ce sont les voisins qui ont des bourses, qui prennent vos produits et vous produisez pour les voisins. Et vous trouvez ça normal et les gens se complaisent avec ça et ils pensent que le pays est développé parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit, ou à la radio, à la télévision. Mais il faut prendre conscience que c'est par le travail de chacun de nous, en pensant d'abord son pays, qu'on peut conduire ce pays à un changement véritable. Mais si on reste là à voir ce que les autres font, à copier aveuglément ce que les autres font, on n'aura pas fait grand-chose sur cette terre des hommes. Sur la terre des hommes, il faut laisser quelque chose pour la progéniture. Parce que les gens se comportent comme si ils sont éternels. Or, vous tous, et vous avez cette capacité de vous reproduire suffisamment. Quand vous dites, nous sommes 100 millions d'habitants, vous êtes contents, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. 100 millions d'habitants pour faire quoi? 100 millions d'habitants qui font quoi? Qui ne font que la danse. C'est pourquoi à l'extérieur on dit, les Congolais c'est la danse et la boisson. Alors, donc vous ne produisez que des futilités au lieu de produire. Mais la culture contribue également pour l'image de. Mais la culture, pour avoir une culture, il faut que les gens soient formés. Vous savez, nous avons tout abandonné, mais la culture traditionnelle qui était là, où vous voyez les parents qui pouvaient dire, voilà comment il faut se comporter. Nous, à l'époque, il y avait les Lissapong à la télévision, etc. On expliquait à travers ces sketchs-là, on explique comment on peut vivre. Maintenant, là, est-ce que les parents ont le temps? Tout le monde est dans les réseaux sociaux et tout le monde est à la télévision. Comment on va apprendre à son enfant comment l'enfant doit se conduire? C'est la raison pour laquelle il faut encore des réformes dans l'enseignement. Heureusement qu'elle est gratuite, mais elle n'est pas gratuite pour tout le monde. Parce qu'il y en a gratuite pour l'État. Il faut qu'il y ait des programmes pour pouvoir former les gens. On n'a plus formé des enseignants depuis un certain temps. Dans les écoles privées comme dans les écoles officielles, il y a des gens qui n'ont plus l'âge d'enseigner. Il y a des gens incompétents qui enseignent. Et ça part du primaire jusqu'à l'université. Donc il y a des grandes réformes qu'il faut entreprendre, notamment en matière d'éducation. Et je crois que c'est par là que nous pouvons construire ce pays. Il faut former les gens. Beaucoup de gens ne sont pas formés. Leur niveau est tellement faible pour comprendre un certain nombre de problèmes. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Mais les diplômes ne suffisent pas. Hein. Il y a la formation des bases qui permet à un homme de vivre décemment. Mais tous ceux qui ont des diplômes ne sont pas nécessairement les gens plus utiles pour le pays. Professeur, vous avez parlé, si on doit revenir à notre émission, droit du commerce international en Afrique. Vous avez dans l'ouvrage évoqué les institutions internationales du commerce international. Vous avez parlé évidemment des principes et des règles qui régissent ce commerce international. Mais qu'est-ce que l'Afrique, particulièrement la RDC, doit faire au-delà de tout ça pour justement faire face à cette mondialisation de marché? Mais pour participer à la mondialisation, il faut commencer par s'organiser en interne pour pouvoir produire davantage. Parce que c'est l'économie des échanges et des services. Si vous n'avez rien à offrir, qu'est-ce que vous allez faire dans la mondialisation? Il faut produire davantage et produire qualité pour pouvoir participer au commerce international en vendant vos produits. Quand vous vendez vos produits, vous avez des ressources qui vous permettent d'améliorer la qualité, d'augmenter la production. La RDC est déjà pays membre de la ZCAF.
on ne peut pas quand même nous retirer puisqu'on n'a rien sur le marché. Non, il faut s'organiser pour travailler, parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos. La RDC appartient à plusieurs organisations. Il faut voir quel est l'intérêt d'appartenir à plusieurs organisations à la fois. Parce que nous sommes à la CAC, nous sommes à la SADC, nous sommes au COMESA. Donc tout ça, il faut apporter quelque chose. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il faut militer plus sur les avantages que sur les inconvénients pour rattraper le retard. Et l'autre exemple, c'est que je vous ai dit que nous ne produisons pas davantage. Hein. Nous ne produisons pas des choses qui peuvent participer à ce commerce-là. Il faut donc s'organiser d'abord au niveau de l'économie pour que les investissements soient réalisés, notamment par le co-investissement. Il faut les investissements étrangers, mais il faut aussi des investissements nationaux. Il faut créer localement aussi des structures pour pousser des structures de financement des activités et appuyer notamment aussi les opérateurs économiques. Et ça, c'est la politique du gouvernement qui peut choisir parmi les opérateurs économiques qui peuvent normalement contribuer au développement du pays. Et non pas faire l'erreur du passé de choisir les politiques pour leur confier, leur donner des moyens financiers de développer les activités. Tout ce qu'il y a eu comme ce qui a conduit à la faillite de la Sofidé, ce qui a conduit à la faillite, enfin virtuelle même du FPI là, c'est qu'on a accordé des crédits à des parasites, on a accordé des crédits à des politiques. Mais le FPI, des politiques qui n'ont même pas remboursé. Le FPI cherche quand même à se retrouver. Mais après combien d'années? Vous savez, quand j'étais... Puisque peut-être c'était la politique de la boîte. Non, mais c'est pas la politique de la boîte. Les crédits ont été accordés à des opérateurs politiques, à des députés et sénateurs qui sont encore là, qui n'ont jamais remboursé, qui ne sont même pas inquiétés. C'est seul Kingi Moulumba qui est inquiété. Mais on ne doit pas inquiéter seulement Kingi Moulumba. Ils sont nombreux qui ont pris des crédits et qui ne les ont pas affectés à des fins qui étaient prévues. Beaucoup sont nombreux. Même à l'OPEC, il y a eu ça aussi. Et donc il faut choisir parmi les jeunes entrepreneurs qui ont quelques moyens, parce qu'il ne faut pas donner des fonds à des gens qui n'ont rien, des jeunes qui ont des moyens, qui ont créé des sociétés. On peut les accompagner par des financements leur permettant de développer leurs activités, comme ça, en prenant toutes les garanties pour pouvoir rentrer dans ces droits. Le problème, c'est que les crédits avaient été accordés à des gens qui étaient incapables des gens qu'on appelle politiquement exposés. Alors, les politiquement exposés, ce sont ceux-là qui ont été bénéficiaires des crédits. Les opérateurs économiques ne l'ont pas été. Voilà pourquoi il faut ce travail-là pour avoir des opérateurs économiques congolais. Parce que j'ai eu le malheur d'avoir été ministre de l'économie. Mais quand j'ai voyé ce qu'il y avait comme opérateur à la FEC, là, il y a très peu de Congolais. On ne peut pas développer le pays avec le commerce. Le commerce des Ndaka et des Mpio, on ne peut pas développer un pays avec ça. On développe le pays avec les activités de production. Et on n'a pas dans ce secteur-là beaucoup de Congolais. Même dans les mines, hein, il y a très peu de Congolais qui sont là, mais qui ne sont que des supplétifs des étrangers. Donc il faut avoir une classe moyenne, lui donner les moyens, dans la mesure du possible, pour les accompagner à développer l'activité économique. Et nous avons suffisamment d'espace, notamment en matière agricole, pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est faisable, il suffit d'avoir la volonté et qu'on change un peu les esprits des gens, notamment par un exorcisme collectif. Hein. Il faut exorciser les Congolais parce qu'ils ont un démon dans leur tête, c'est d'avoir l'argent tout de suite, ils n'ont pas le sens de l'affaire, ils veulent la corruption et ils veulent détourner.
Voilà, pour ceux qui viennent de nous retrouver, il s'agit donc de l'émission Cercle Juridique. Nous avons passé en revue les 2 ouvrages publiés récemment par le professeur Grégoire Bakandé Jawampungu. Il s'agit des finances publiques en République démocratique du Congo et du droit du commerce international. Professeur, quelque chose à ajouter par rapport aux finances publiques en République démocratique du Congo? Pas grand-chose à ajouter, c'est simplement de dire qu'il est possible de rêver d'un Congo qui retrouve sa grandeur, mais par l'organisation de son économie. Et organiser l'économie, c'est gérer le peu de ressources disponibles pour en avoir davantage. Cela ne peut se faire que par l'accentuation des contrôles de gestion à tous les niveaux et l'application des sanctions à l'égard de ceux qui veulent nous ramener par le bas, mais qu'il faut anéantir par leur arrestation et la restitution des biens volés, produits de la corruption. Voilà, je crois que c'est le dernier mot du professeur. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est déjà très prochainement. Mesdames, Messieurs, merci. Que Dieu vous bénisse.